Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur le plateau du Space TV pour un échange que nous allons avoir autour de la thématique de l'agrivoltaïsme et de l'élevage, bovin ou autre, et la grande question qui est de comment concilier les deux, l'activité d'élevage et l'agrivoltaïsme. Nous avons le plaisir d'accueillir deux personnes, Monsieur Jérôme Pavy. Bonjour Monsieur Pavy. Donc, qui est responsable du service fourrage et pastoralisme à l'IDEL, qui est l'Institut de l'élevage. Donc l'Institut de l'élevage qui est au spectre large, qui est un institut technique agricole agréé, qui travaille à la fois sur 3 espèces et 5 filières, et qui comprend un effectif d'à peu près 350 personnes réparties sur l'ensemble du territoire français. Alors leurs thématiques sont très vastes, puisqu'ils travaillent de la génomique jusqu'aux marchés mondiaux. Et il est important de rappeler que c'est une association de loi 1901 qui est pilotée par des professionnels. Donc c'est un institut technique au service, mais aussi aux mains des professionnels qui vont, dans sa gouvernance, en tout cas, donner un certain nombre de directions. Et puis, M. Pavy est là parce que c'est une personne qui travaille de façon assez régulière sur l'agrivoltaïsme. À sa gauche, M. Méran, Michael Méran, qui travaille au sein de l'entreprise TSE et qui dirige l'agence du Mans. Donc, Monsieur Méran, cette agence du Mans, c'est le Grand Ouest. Alors, le Grand Ouest pour TSE, ça veut dire Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire. Et il aime à rappeler que TSE est un pure player, c'est-à-dire une entreprise à 100% travaillant dans le solaire. Et c'est une société qui a été créée il y a 12 ans, donc une certaine antériorité, dont le siège est basé à Sophia Antipolis. Et fort de cette expérience, ils ont très tôt été impliqués dans l'agrivoltaïsme et ils comptent aujourd'hui à peu près 270 collaborateurs avec des projets en cours de développement pour une puissance totale de 2 gigawatts et pour l'agence du Mans, une vingtaine de projets dans les tuyaux pour une puissance d'environ 200 mégawatts. Voilà le portrait dressé de nos deux intervenants. Alors, peut-être pour bien planter le décor, Monsieur Méran, quand on parle d'agrivoltaïsme, de quoi parle-t-on? Est-ce que vous pouvez nous redéfinir ce terme? Eh bien, l'agrivoltaïsme pour TSE, je dirais qu'on se rapproche ou on suit les directives de l'ADEME qui ont été reprises dans la loi APER qui a été parue en début d'année. C'est une installation de production d'énergie à partir de l'énergie solaire installée sur les terres agricoles et qui va permettre également de protéger les cultures ou les troupeaux du réchauffement climatique, du dérèglement climatique, voire même des incidents effectivement sur la grêle, et également apporter une plus-value agronomique sur ces parcelles agricoles qui seront dédiées à l'agrivoltaïsme. Alors, plus-value agronomique à la fois pour des cultures ou des activités d'élevage? Les deux. À la fois, effectivement, on va se lancer, enfin, on est lancé dans un protocole expérimental avec différents sites pilotes qui vont nous permettre de mesurer et d'apporter des réponses à ces sujets. Comment les semences vont réagir avec la présence des structures agrivoltaïques? Comment les troupeaux vont réagir avec la présence de ces structures agrivoltaïques? Alors, on voit le photovoltaïsme en général a le vent en poupe en termes d'énergie renouvelable. La question qui se pose souvent, c'est est-ce qu'on conserve en priorité l'activité agricole? Est-ce que ces installations, elles sont pérennes? Est-ce qu'elles sont réversibles? Enfin, il y a quand même des questions que les gens posent. Bien sûr. La préservation de la destination agricole des terres est la première donnée d'entrée. Voilà, clairement, sur les projets. C'est une condition, donc. C'est une condition. Voilà. Il est hors de question, au sens de TSE, que les terres disparaissent de leur exploitation agricole. Voilà, ça, c'est la première donnée d'entrée, je dirais, un élément immuable qui conditionne notre approche des contacts avec les propriétaires exploitants qui peuvent venir vers nous. Ça, c'est le premier point. Ensuite, effectivement, une partir de là, on a une installation de ces centrales sur ces terres agricoles et ces installations sont réversibles. C'est-à-dire qu'on s'engage à la démonter à la fin de la durée contractuelle de notre partenariat avec les propriétaires exploitants. D'accord, donc c'est un engagement que vous prenez. Oui. Alors, Monsieur Pavy, on a connaissance d'un arrêté qui est en cours de rédaction. Est-ce qu'il y a des seuils aussi? Parce que ça rejoint le point que M. Méran vient d'évoquer. Est-ce qu'il y a c'est-à-dire pour conserver cette activité agricole dominante, est-ce qu'il y a des discussions autour des seuils en termes de SAU? Enfin, comment ça se mesure et s'il y en a des seuils en pourcentage de surface finalement? Oui, alors c'est tout l'objet du décret que de caler un peu les choses pour protéger en fait cette idée initiale qui est la synergie entre les deux productions.
Ce qui a toujours été dit et même revendiqué aussi par à la fois le législateur mais aussi la profession agricole, c'est que l'activité agricole devait rester prioritaire en termes de chiffre d'affaires dégagé sur la structure. Donc ça, c'est une première condition. Et ensuite, pour cadrer un peu les risques justement de concurrence entre ces deux productions, le décret prévoit de limiter l'implantation de la centrale photovoltaïque à un pourcentage maximum de la surface agricole utile de l'exploitation. Alors c'est encore en débat, on parle de 30-50%, c'est encore en train de se discuter, mais il y aura effectivement une limitation à la taille de la surface en proportion de la surface agricole utile de l'exploitation. Est-ce que, alors, on croit entendre par rapport à ce que vous dites, Monsieur Méran, que finalement tous les projets ne sont pas éligibles. Est-ce que vous êtes sur des grosses unités, des unités de taille moyenne? Et puis, comment ça se marche, comment fonctionne ce contrat finalement entre l'achat, la location du matériel? Enfin voilà, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu la mécanique? Alors effectivement, toutes les parcelles ne sont pas éligibles aux solutions d'agrivoltaïsme. Chez TSE, en tout cas, il y a un process industriel qui est mis en œuvre pour sélectionner ces parcelles en amont. Parcelles qu'on sélectionne en collaboration avec le propriétaire exploitant. Aujourd'hui, l'agrivoltaïsme a le vent en poupe, comme vous le disiez tout à l'heure, et on a plutôt des contacts entrants. C'est plutôt les propriétaires exploitants qui viennent nous trouver pour étudier la faisabilité sur leur parcelle. Et donc, à partir du moment où ils nous identifient des parcelles, on va effectivement, avec notre équipe de cartographes, géographes qui est basée à notre siège, passer aux différentes couches analytiques ces parcelles, regarder la topographie, les enjeux environnementaux, les problématiques d'urbanisme, les zones inondables, etc., etc. Et ce qui fait que ça va en ressortir, je dirais, des parcelles éligibles. Premier point. L'orientation des parcelles, tout simplement. On parlera tout à l'heure, j'imagine, de la spécificité de nos installations. L'orientation est une donnée essentielle pour pouvoir effectivement tirer d'efficience également, de l'efficacité effectivement de l'énergie solaire. Voilà. Donc là, il y a cette première sélection. Et ensuite, mes collaborateurs, qui sont à la fois des référents agricoles au sein de l'agence, des chargés d'affaires foncières, vont aller rencontrer ces propriétaires exploitants, échanger sur le projet agricole et de voir quelle synergie on pourrait trouver entre notre installation d'agrivoltaïsme et le projet agricole du propriétaire exploitant. Voilà. Et comme le disait M. Pavie, il y a effectivement des surfaces, enfin des notions de densité maximum, de surface maximum. C'est des choses qu'on intègre d'ores et déjà dans nos choix de parcelles, nos choix de projets. Il m'est arrivé de refuser des projets chez certains agriculteurs qui souhaitaient proposer 90% de leur SAU sur des solutions d'agrivoltaïsme. Et je leur ai dit, ça, c'est tout sauf de l'agriculture et je ne me lancerai pas dans ces projets-là. Donc vous êtes tous les deux d'accord, l'agrivoltaïsme est une activité complémentaire, mais la production agricole doit rester prédominante, en tout cas ou majoritaire, vous l'avez dit aussi, Monsieur Pavie, même si le chiffre est encore en discussion. Alors, on parle du principe, on parle de tout ce qui est fait en amont, mais quelle est l'offre, quels sont les produits que vous proposez aux agriculteurs, qui soient, alors Néospace, plutôt éleveurs. Bien sûr. Voilà. Alors aujourd'hui, TSE propose 3 solutions. Une solution, je dirais, d'ores et déjà connue, c'est la canopée. C'est une structure sur auban et qui se positionne majoritairement au-dessus des cultures. Donc là, on a des travées de 27 mètres et des rangées de 11,60 mètres qui permet à l'agriculture de conserver ses pratiques habituelles et avec des panneaux qui surplombent, je dirais, la parcelle sur une taille d'environ 3 hectares. Voilà. Donc là, on a un rectangle qui doit se mettre dans une parcelle de 3 hectares. Donc ça, c'est notre canopée qui est le produit, je dirais, qui a soit la crédibilité et la notoriété des TSE et qui nous permet d'éprouver tout ce que l'agrivoltaïsme doit apporter au monde agricole. Il y a cette première solution. Et puis, on a également pour l'élevage plutôt des ombrières. Donc, ombrières d'élevage, ombrières de culture. Donc, ce sont des rangées de panneaux espacés de 15 mètres ou de 10 mètres intertables, quand c'est l'écart entre les panneaux lorsqu'ils sont à l'horizontale, qui vont avoir 2 intérêts. Un intérêt pour la prairie, voilà, puisque nos solutions sont sur tracker, donc c'est-à-dire que les panneaux suivent la course du soleil et font profiter la parcelle d'un ombrage tournant, puisqu'ils suivent la course du soleil. Donc, un bénéfice pour la prairie et également un bénéfice d'ombrage pour le troupeau. Et de la même façon, pour la culture, utilisation de l'ombrage tournant qui permet aux semences et aux cultures de résister au mieux au réchauffement climatique et aux aléas climatiques potentiels.
Alors, excusez-moi d'être la personne qui posait les questions embarrassantes. L'emprise au sol, on en a parlé tout à l'heure, vous avez dit réversible. Est-ce qu'on est sur des installations bétonnées? Est-ce qu'on est sur quelque chose d'assez intensif, au sens où les panneaux, il y a aussi la logique d'air quand même entre tout ça? Comment vous gérez ces contraintes, toutes ces exigences, on pourrait dire, en termes d'un côté de construction et d'espacement? Ouais, alors en termes effectivement d'installation, on est plutôt sur des structures qui ont une densité inférieure à 30% sur la parcelle. Donc on est sur des choses très espacées. Entre rangées, je vais laisser 15 mètres entre chaque rangée. Les poteaux qui constituent la rangée sont également espacés de 5 à 7 mètres, ce qui amène un nombre de poteaux, environ de 180 poteaux à l'hectare. Donc, c'est quelque chose de très aéré. Et les fondations, vous parliez de béton, nous on n'utilise pas de béton, on est en pieux battu. Et effectivement, les IPN qui supportent, les poteaux qui supportent les structures de panneaux solaires sont ensuite riftés sur les pieux battus. Des pieux battus. Exactement. Alors, le tracker, vous l'avez dit, ça suit. Alors, ouais, est-ce qu'on peut être un tout petit peu plus précis? Vous dites finalement on va gagner en efficacité. Oui. Vous pouvez expliquer un petit peu L'intérêt du tracker, il est double. C'est comparer une solution fixe. Le tracker, il va faire profiter. Alors vous voyez, je parle toujours d'agriculture en premier. Oui. Le tracker, il va faire profiter la parcelle de l'ombrage tournant. C'est-à-dire que comme il va suivre, comme vous voyez naturellement, le panneau, l'ombrage va tourner au-dessus de la parcelle. Ça, c'est le premier point important. Et le deuxième point, c'est en termes d'efficacité de production. On va très rapidement monter à pleine puissance de production avec les panneaux solaires, puisque le panneau est orienté vers le soleil. Un panneau fixe, vous allez avoir une gaussienne en termes de production. Une ombrière avec tracker, vous allez avoir effectivement une forme de créneau qui va se mettre en place avec une puissance pleine très rapidement. Exactement. Ouais. Alors, on voit, vous expliquer les produits, la canopée, les ombrières de culture, les ombrières d'élevage, c'est ce qui nous occupe aujourd'hui. Monsieur Pavy, quels sont les avantages finalement dans ce système polyculture-élevage, à la fois pour les animaux et la prairie? Qu'est-ce qu'on peut soit affirmer, soit intuiter? Alors, les avantages, c'est ce qu'on essaye de mesurer justement actuellement à travers un certain nombre de projets que nous suivons ou que nous proposons de suivre avec des indicateurs de suivi pluriannuel, voire de la mise en place d'expérimentations. En fait, l'arrivée de panneaux sur un couvert, notamment sur la prairie, pose la question de l'impact de l'ombre. Donc, quel va être l'impact de cette ombre plus ou moins permanente et intense en fonction de sa hauteur et de sa mobilité sur la production de biomasse? Est-ce qu'elle va avoir un effet de protection au rayonnement et à l'assèchement des sols et donc de permettre le maintien d'une productivité de prairie pendant l'été, notamment au moment où ça baisse? Ou est-ce qu'au contraire, si les sols sont relativement frais et humides, le rayonnement ne va pas être diminué et donc faire diminuer la photosynthèse et donc la production de biomasse? Donc il y a des questions de ce type-là qui se posent. Il y en a d'autres qui se posent sur l'évolution de la flore de la prairie au cours du temps, puisqu'elle va être implantée pour de nombreuses années et qu'on est soucieux de savoir par rapport à l'ombre, c'est ça? Voilà, l'ombre peut aussi conditionner la pérennité ou la disparition de certaines espèces. Et puis d'une manière plus générale, c'est la question de qu'est-ce qui se passe quand on met un troupeau de ruminants dans une centrale photovoltaïque avec des champs électromagnétiques? Est-ce que ça a des répercussions sur leur bien-être? Est-ce que ça peut générer un stress? Et si ça génère un stress qui reste complètement à démontrer, est-ce que ça peut avoir un impact sur la production des animaux, leur reproduction, voire la qualité des produits? Donc ce sont des questions de ce type-là qui nous intéressent aujourd'hui et que l'on cherche à illustrer par des suivis sous certaines centrales, la mise en place d'expérimentations. Bien sûr, l'ombre est un facteur bénéfique évident. Pas besoin de beaucoup d'expérimentation, il suffit d'aller voir dans les centrales qui existent déjà au moment des pics caniculaires où sont les animaux et on comprendra très très vite qu'ils utilisent l'ombre effectivement quand ils en ont besoin. Assez naturellement, oui. Alors les aspects technico-économiques, est-ce qu'il y a également, alors vous ou d'autres instituts qui travaillent ces aspects technico-économiques pour voir la performance de l'exploitation et puis l'équation économique de l'agrivoltaïsme? Alors, il y a effectivement d'autres instituts. Je pense à Arvalis, Institut du végétal, qui travaille sur les productions de grandes cultures, qui est aussi, comme l'Institut de l'élevage, concerné par des questions de développeurs sur les conséquences des panneaux sur leur production. Les chambres d'agriculture aussi participent à un certain nombre de collaborations avec les développeurs pour essayer d'illustrer les conséquences des panneaux dans les structures. Donc oui, il y a vraiment un champ de questionnement qui est travaillé par une pluralité d'acteurs aujourd'hui pour essayer d'apporter des réponses
aux agriculteurs et aux éleveurs de manière à ce que leurs choix d'installation soient les mieux raisonnés et anticipent au mieux les conséquences de l'arrivée de ces centrales. L'ADEME, qui est le bras armé souvent de l'État sur les financements, pas mal de choses. Est-ce que l'ADEME est un acteur aussi concerné dans cette... Quoi, on appellerait ça un observatoire? Enfin, comment vous mutualisez tout ça? Comment ça se passe? Effectivement, l'ADEME est concernée et d'ailleurs pour essayer d'abonder aux besoins de références et de connaissances qui manquent, parce qu'il y a très très peu de choses finalement dessus sur les conséquences des panneaux sur les productions agricoles. L'ADEME a initié un projet de recherche de 9 mois pour concevoir un observatoire national de l'agrivoltaïsme sur un certain nombre de sites, ceux qui seraient volontaires, de manière à produire ces références et ces connaissances comme on pourra le faire en partenariat directement avec des entreprises. Il s'agira là d'enregistrer dans un suivi pluriannuel un certain nombre d'indicateurs de fonctionnement des exploitations dans leur approche systémique ou voire de mesure d'un certain nombre de choses qui se passent sous les panneaux. Donc, beaucoup de choses en cours sur le plan technique, technico-économique. Monsieur Méran, vous nous avez parlé donc de votre présence dans l'agrivoltaïsme. Vous avez des installations pilotes. La première, je crois, c'est en Haute-Saône. C'est exactement ça. On a une voilà. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion déjà, sachant que vous allez nous expliquer un peu la dynamique par rapport à vos démonstrateurs. Quelle est la dynamique dans les mois et années à venir pour tester tout ça? Alors, d'ores et déjà, on a effectivement une installation agrivoltaïque qui est opérationnelle à Amance, qui est une canopée qui est installée sur 3 hectares. Donc 3 hectares d'installation agrivoltaïque et 3 hectares témoins juste à côté, sur lesquels effectivement on suit un protocole expérimental d'analyse du comportement des semences, de différentes semences, comparativement entre les structures sous canopée et sur la surface témoin. Ça fait 2 ans effectivement que la centrale est opérationnelle, donc on a un peu de retour de données. Et aujourd'hui, les résultats d'expérimentation sont très positifs et confirment l'apport de l'agrivoltaïsme sur ces sujets de réchauffement climatique, d'aider, je dirais, l'agriculteur à lutter contre le réchauffement climatique. Ce qu'on constate sous la canopée, c'est que le stress thermique et le stress hydrique est fortement réduit dans les périodes de forte chaleur. Et on a également constaté des différences de comportement sur le développement des semences, mais qui sont quasi équivalents entre la canopée et l'espace témoin. Ça, c'est notre produit qui est opérationnel aujourd'hui à Amance. On inaugure une nouvelle structure à Brouchy le 21 septembre, donc une canopée avec un système d'irrigation, donc toujours pour répondre aux attentes et aux besoins du monde agricole. Donc là, on est sur le même système de canopée. Premier semestre 2024, on va inaugurer celle de Souleuvre en bocage. Alors, la construction est terminée. Maintenant, il faut semer la prairie sur cette structure. Pour avoir les résultats, il faut d'abord avoir semé la prairie. Exactement. C'est une étape et Souleuvre en bocage, la particularité, c'est que c'est effectivement une production laitière, un troupeau bovin production laitière, alors que Brouchy et Amance sont des structures en culture. Oui. Puis on aura Verdonnet dans l'Allier également horizon 2024. Ça, ce sont nos canopées. Et il y a une vingtaine de démonstrateurs, notamment en nombrières, d'élevage et de culture, qui vont sortir de terre, portés par TSE chez différents propriétaires exploitants, répartis sur le territoire national, qui vont sortir de terre d'ici 2-3 ans. Pour ma part, dans le Grand Ouest, on va avoir une nombrière de culture du côté de Grand Auvernais, une nombrière d'élevage du côté de La Flèche, dans la Sarthe, ou de Saint-Pierre-des-Bois, en Sarthe, voilà, qui vont nous permettre, comme le disait M. Pavie, de collecter de la donnée dans le cadre de ces protocoles, et effectivement d'avoir des références de vitrines, mais également aussi dans un premier temps de collecter de la donnée, de voir comment tout ça se comporte. On est très optimiste. Oui. Les premiers résultats d'Amance nous confortent et on est convaincus de cette avancée pour le monde agricole grâce à l'agrivoltaïsme. Monsieur Pavie, donc du coup, si on résume les axes de recherche, si on devait vraiment les hiérarchiser ou les synthétiser, sur quel axe de recherche travaillez-vous à l'IDEL concernant l'agrivoltaïsme? Alors donc, il y a plusieurs champs de recherche. Il y a le premier champ, c'est celui de l'agronomie, donc celui que j'ai évoqué. Quel est l'impact des panneaux sur la production de la biomasse de la prairie? Est-ce que c'est un plus ou c'est un moins? Ça dépendra, je pense, des contextes pédoclimatiques. Est-ce qu'il y a des conséquences sur l'évolution de la flore et donc de la qualité de la ressource? Ça, c'est pour le champ agronomique. Il y a un autre champ plus zootechnique qui est conséquences pour le bien-être. Impact pour le bien-être positif ou négatif, positif avec l'ombre, négatif avec d'éventuelles conséquences de champs électromagnétiques. Et derrière, conséquences sur les productions et les facteurs de reproduction. Et puis, il y a d'autres aspects plus systémiques qui nous intéressent, c'est comment une centrale s'insère dans un système d'exploitation
En quoi ça peut complexifier le travail de l'éleveur, impacter son organisation? C'est des choses aussi qui méritent d'être illustrées. Et enfin, le dernier chapitre, c'est la partie économie, en fait. Comment l'arrivée d'une ressource, d'une rente énergétique, eh bien, s'inclut dans le dispositif d'exploitation pour en faire un atelier de complément, de consolidation, et non pas une activité de concurrence avec l'activité agricole. Donc là, on aimerait travailler sur les modèles économiques et avec les développeurs, chercher la voie la plus optimale. Vous pouvez nous réexpliquer, effectivement, vous avez parlé de tout à l'heure propriétaire-exploitant. Imaginons qu'on soit dans une situation où le propriétaire n'est pas l'exploitant. Comment ça marche, sans de rentrer dans les détails? C'est assez simple, c'est une convention tripartite qui se signe entre TSE, le propriétaire et l'exploitant. Le propriétaire, on va louer les terres au propriétaire, voilà, et on va verser un complément de revenu à l'exploitant. Voilà, par rapport à la production d'électricité. Par rapport à la production d'électricité, qui s'assoit, et ces compléments et ce loyer sont calculés sur les mégawatts installés dans le cadre de l'installation agrivoltaïque. Aujourd'hui, la répartition, c'est 50% pour le propriétaire, 50% pour l'exploitant, voilà, sur ces montants-là. On est sur des baux de quelle durée? Alors, on est sur des baux d'une quarantaine d'années, de 40 ans, qui permettent effectivement, nous, notre vision industrielle, c'est d'amortir la centrale et puis après, de verser ces sommes à ses propriétaires exploitants. Alors, ce qui est intéressant dans la période qu'on vit, c'est que vous dites ça commence, tous les deux, vous êtes un peu en train de parler de ça, et M. Pavie, vous allez nous refaire l'historique qui n'est pas si ancien que ça sur cette technologie, mais vous sembliez dire tout à l'heure, gros engouement, enfin, appel entrant, le téléphone sonne souvent, quoi. Oui, on et a effectivement... Quel type de demande? Aujourd'hui, c'est assez riche et varié. Effectivement, on fait notre travail de sélection en amont, mais effectivement, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller prospecter. Aujourd'hui, c'est un privilège commercialement. Hein. Ouais, on fait face au volume de demande, effectivement, tout en ayant plutôt une vision de valeur, c'est-à-dire à la fois de valeur agricole, de valeur du projet agricole de notre interlocuteur, et également de valeur pour nous en tant qu'industriels des énergies renouvelables, dans la sélection de la parcelle, dans la distance au raccordement, l'orientation de cette parcelle, tous ces critères qui vont venir dans le choix effectivement final de telle ou telle parcelle. Vous m'avez posé une question tout à l'heure à laquelle je n'ai pas répondu. Non, les demandes qui rentrent chez vous, est-ce que peut-être on peut donner une idée d'investissement, c'est-à-dire au mégawatt? Oui, on est sur une ombrière, on est dans l'ordre du million d'euros au mégawatt. D'accord. Voilà. Et ça, ce sont des financements 100% privés, c'est-à-dire que TSE finance l'ensemble de l'installation. Voilà, et qu'on est propriétaire de nos installations. Projets, par exemple, les demandes, vous c'est dites ce que j'allais en puissance. Voilà. Ouais, on est plutôt orienté vers des projets de taille moyenne qui se regroupent sur des parcelles contiguës de 15 à 20 hectares. Sur un ensemble de parcelles contiguës de 15 à 20 hectares, ce qui fait des parcelles, enfin des installations de 5 à 10 mégawatts grosso modo, qui à notre sens la taille idoine pour pouvoir effectivement s'intégrer dans le paysage et partager la valeur auprès de l'ensemble des agriculteurs et pas privilégier un macro-projet de 150 hectares et 75 mégawatts qui va phagocyter l'ensemble de la valeur territorialement parlant. On est plutôt dans une logique de co-construction avec le monde agricole et les territoires pour partager de la valeur et remettre la production d'énergie au sein des territoires. D'accord. Donc on voit finalement cet équilibre entre conserver la production agricole et puis un complément de revenus, mais dans le respect du territoire, ce que vous disiez, cet équilibre à trouver. Monsieur Pavie, donc c'est assez récent l'agrivoltaïsme. Vous avez commencé à vous y intéresser quand? Et puis d'un point de vue économique, quel est votre avis là-dessus? Et puis on perçoit qu'il y a quand même ce risque foncier quand même, qui est toujours dire attention, ça doit être un complément de revenus et pas le revenu principal, quoi. Alors, pour faire l'histoire de la découverte de l'agrivoltaïsme à l'Institut de l'élevage, ça date de 2019, donc c'est l'histoire récente, quand s'est ouvert la perspective de déplacer les centrales photovoltaïques au sol sur des zones non agricoles vers les territoires agricoles. Et à ce moment-là, des entreprises, dont TSE parmi les premières, sont venues vers nous pour nous dire mais comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour essayer de construire la meilleure synergie possible entre le fonctionnement des troupeaux et le fonctionnement, la conception de nos centrales. Donc voilà, progressivement, d'autres sont venus aussi nous solliciter, se sont portés vers d'autres instituts ou d'autres organismes de recherche et développement pour venir essayer de concevoir ces bonnes articulations. Alors ensuite... comment est-ce qu'on perçoit ça, nous, Institut de l'élevage?
D'abord, on n'est pas un bureau d'études chargé de faire passer des projets pour qu'ils soient lauréats. On travaille avec les entreprises quand elles ont, elles aussi, le souci de produire de la connaissance et de la référence. On est un institut de recherche technique. On travaille pour des éleveurs et ces éleveurs, ils ont des questions et on travaille pour répondre à ces questions de manière à ce qu'ils optimisent leurs projets. Donc, on va travailler dans la production d'indicateurs, de références, de connaissances pour que les choses s'articulent au mieux. Voilà. Alors, après, notre conception, c'est que ça peut être des activités de diversification d'un certain nombre d'exploitations, voire de consolidation de revenus, voire de pérennité aussi des exploitations en leur donnant une visibilité dans le temps et une assurance de rentabilité qui peut permettre de faciliter leur transmission. Je pense notamment à certaines régions de France où on est dans des bassins allaitants qui sont des productions peu rémunératrices avec beaucoup de capital, difficiles à transmettre, peu de volontaires parfois pour les reprises et qui sont des régions qui risquent de s'exposer à la déprise agricole. Eh bien là, on peut effectivement se dire que le photovoltaïsme peut apporter des solutions. Alors après, la profession agricole, elle est aussi un peu sensible au fait qu'on installe de l'architecture industrielle sur des terres agricoles, parce que l'agriculteur est sensible à sa terre, hein, on le sait bien, et à sa destination. Donc une partie de la profession agricole est encore en interrogation sur le fait que est-ce que c'est une opportunité, une menace, est-ce qu'il n'y a pas un risque de perte de cette qualité agricole du foncier et d'une orientation vers des productions purement industrielles d'énergie. Donc là, il y a une sensibilité qu'il nous faut aussi travailler, sur lequel justement il y a des questions d'équilibre entre installation et activité agricole, et aussi des besoins de contrôle dans le temps du maintien de l'activité agricole. Parce qu'on peut toujours voir des moutons sous une centrale, mais parfois, ces moutons vont produire des agneaux, parfois, ils vont juste être là pour manger l'herbe et que ce soit propre. Donc, on peut passer d'une vraie activité de production agricole à un entretien du paysage, de l'éco-pâturage qui n'a plus vraiment de fonction de production de denrées alimentaires. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse attention à travers la législation, à travers l'équilibre et la construction des projets, et notamment les architectures, faire en sorte que les centrales soient mécanisables aussi pour permettre leur entretien, et la pérennité du couvert, l'entretien du couvert. Donc voilà, on a une certaine sensibilité sur laquelle on est aussi vigilant, parce qu'on tient à ce que les agriculteurs restent des agriculteurs, même s'ils sont aussi producteurs d'énergie. L'acceptabilité sociétale, parce qu'on se dit, bon, on entend beaucoup parler de l'éolien où c'est un peu compliqué, unité de méthanisation parfois aussi. Est-ce qu'il y a, peut-être pour finir avec vous, et puis après, Monsieur Meyrand, vous me direz ce que vous en pensez, est-ce qu'il y a un risque en termes d'acceptabilité sociétale sur ces projets ? On voit... Eh bien, aujourd'hui, je ne sais pas ce que l'on peut proposer comme modification du paysage sans avoir un risque de réaction sociétale. Donc, c'est vrai que l'éolien, mais c'est vrai que n'importe quoi. Hein. C'est vrai qu'une bassine, par exemple, et ça peut être vrai aussi avec une serre. Je pense qu'il y a, effectivement, il faut faire attention. Il peut y avoir aussi des critiques tout à fait fondées sur la perturbation que peut générer une centrale photovoltaïque, agrivoltaïque. Je pense que c'est lié à deux choses. Sans doute sa dimension. Peut-être qu'il y a des dimensions qui sont plus acceptables et qui passeront mieux dans le paysage que des grandes centrales de plusieurs centaines d'hectares qui vont faire des miroirs particulièrement visibles. Il y a une question sans doute de nombre aussi de centrales dans le paysage. C'est-à-dire qu'on peut en voir une de temps en temps, mais si on en voit tous les 3 km, ça peut poser un problème. Et puis après, l'autre dimension à laquelle les développeurs sont assez sensibles, c'est quand même l'intégration paysagère. C'est de faire en sorte qu'autour de ces centrales, eh bien, on mette des brises-vues, on replante des haies, on essaye de les intégrer de manière à limiter la visibilité auprès des riverains qui peuvent être perturbés par cette infrastructure. Ce qu'on a vu, c'est effectivement, vous nous avez dit, il y a plein de métiers chez nous. Il y a aussi des ingénieurs paysagers. Tout à fait. Vous venez d'évoquer cet impact potentiel sur le paysage. Comment vous appréhendez ça, d'un point de vue paysage? Donc, est-ce qu'il y a des aménagements spécifiques, on l'a vu, pour cacher un peu les panneaux qui ne sont pas si hauts que ça, finalement? Et puis, acceptabilité sociétale des voisins, du maire de la commune. Comment vous appréhendez ça chez TSE? Alors, en fait, c'est tout on va dire, c'est processé. On a effectivement, lorsqu'on a une parcelle avec un propriétaire exploitant, on a un ensemble de parcelles, on va déjà analyser la faisabilité technique, avec ce que je vous disais, le pré-diagnostic urbaniste, environnemental. Notre ingénieur paysager va prendre aussi son pré-diagnostic pour voir les enjeux
d'intégration paysagère, la covisibilité. Et puis après, une fois qu'on a un accord de partenariat avec un propriétaire exploitant, on va effectivement aller rencontrer le maire de la commune pour lui présenter le projet, donc très en amont. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, on a simplement un accord de principe. La parcelle éligible, on a un accord de principe avec le propriétaire exploitant et on va rencontrer le maire de la commune pour lui présenter le projet avec les premiers designs, les premières ébauches. Et puis tant qu'on n'a pas un go positif de la commune, le projet chez nous, il n'avance pas en tout cas. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer en force. On se fait fort d'obtenir une première brique d'acceptabilité territoriale avec cette... Et les services instructeurs, parce qu'après, le dossier va être analysé, un avis va être rendu. En fait, on a tout un rôle de relation territoriale avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit le monde agricole, les services instructeurs, les collectivités, le propriétaire exploitant, les associations. J'ai rencontré dernièrement France Nature Environnement Pays de la Loire. Enfin, voilà, on échange avec ces parties prenantes pour entendre leurs remarques et je dirais apprendre de ces échanges et adapter les projets si nécessaire ou si possible. Voilà, il y a aussi des enjeux. Puis ce qu'on fait aussi, M. Méran, c'est en fonction de l'état des connaissances. C'est-à-dire que vous apprenez tout le temps, vous avez des programmes de recherche. Donc, au gré de la collecte de données, vous le disiez tout à l'heure, finalement, on va être dans cette collecte de données. Ça pourra peut-être évoluer. Vous prenez en compte en fonction de l'état de la connaissance à l'instant T. Quoi. Oui, on est parti, effectivement. C'est l'objet de notre programme d'une vingtaine de démonstrateurs prototypes au sein de TSE qui vont effectivement sortir de terre. Je parlais des 4 canopées là, qui arrivent, qui en une qui est là. Et une vingtaine au total. Hein, sur vingtaine de démonstrateurs qu'on aura au niveau national, répartis au sein des agences territoriales de TSE. Ouais. Donc là, vous pourriez vous exprimer dans des situations très différentes. Peut-être un mot de la fin, Monsieur Pavie. Qu'est-ce que vous auriez à dire, finalement, en résumé, sur l'agrivoltaïsme ? Eh bien, je pense que c'est une voie de diversification intéressante dans certaines structures, dans certains territoires où l'alternative agronomique n'est pas très bonne par rapport à de l'élevage peu rémunérateur. Et donc, ça peut être effectivement une voie de consolidation des revenus, de pérennisation des structures, même de facilité à la transmission. Il faut veiller à ce que ce soit des projets qui ont une vraie réalité agricole et pas un habillage pour assurer une retraite à un futur départ exploitant sur le départ. Donc il y a ça à vérifier. Et puis je pense que voilà, il faudra aussi un peu de contrôle, un peu de suivi pour bien s'assurer que la production agricole demeure et persiste, parce qu'une centrale, ça dure longtemps, ça dure 40 ans. En 40 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Et si on laisse les choses sans contrôle, sans vérification, elles peuvent aussi dériver. Donc, je pense que c'est une opportunité, mais il y a aussi des risques qu'il faut savoir maîtriser et appréhender de la bonne manière. Monsieur Méran, c'est vraiment vous qui avez le mot de la fin pour le coup. Alors, l'agrivoltaïsme, qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Je dirais effectivement, pour rejoindre les derniers mots de M. Pavie, c'est une opportunité pour le monde agricole, à notre sens, qui a pour une fois l'opportunité de saisir du sujet et ne pas subir. Et donc, TSE s'ouvre aux parties prenantes agricoles pour construire nos projets et réintégrer effectivement les productions d'énergie localement et également accompagner le monde agricole dans ces défis du changement climatique. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Monsieur Méran. Merci, Monsieur Pavie. Et bon space. Plaisir.